Bonjour à tous et bienvenue pour ce question-réponse en ce premier mercredi 2 mars. Aujourd'hui, les règles du jeu sont très simples. C'est répondre aux questions que vous nous avez posées depuis le formulaire de contact sur le site combatproven.org ou alors depuis les commentaires. La manière préférée pour que je vous réponde, c'est de nous envoyer la question sur le site web, donc n'hésitez pas à venir voir le site web, on vous met le lien en bas et d'ailleurs la page séminaire qui ont lieu du 11 au 15 juillet est active, donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Mais avant de vous embêter, c'est parti, jingle. Alors, première question aujourd'hui, qui nous pose la première question ? Nous avons une question d'Élisée. Élisée a 13 ans et elle est en 4e au collège Henri IV. Élisée aimerait savoir quel type de filière il faut prendre pour devenir pilote. Alors j'ai fait une vidéo sur les cursus qui permettent d'atteindre le cockpit, que ce soit formation les CDI, formation de carrière, cursus de carrière militaire ou alors cursus sous contrat. De manière générale, Élisée, le plus simple à retenir, c'est si tu gardes une filière qui te permet d'accéder aux classes préparatoires scientifiques, ça te garde tout le champ des possibles. Donc tant que tu restes avec un cursus scolaire qui te permet de postuler à Polytechnique, normalement ça t'ouvre toutes les portes. Si tu veux faire pilote civil, tu as l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Si tu veux faire pilote militaire, tu as l'école de l'air, l'école navale. Mais pour l'instant, travaille bien les mathématiques, travaille bien la physique, travaille l'anglais, très important, et documente-toi autant que possible sur l'aéronautique. Mais si tu es sur la chaîne, c'est sûrement ce que tu fais, alors continue. Dans tous les cas, bon courage, et si tu n'as pas vu la vidéo sur les cursus, tape AT Cursus et ça devrait t'aider. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question aujourd'hui ? Question de Charles qui demande comment sont validées les réussites des missiles dans les exercices internationaux. Alors ça, c'est une très bonne question, Charles. Pourquoi ? Parce que comme tu as bien compris, on ne se tire pas dessus pour de vrai. Lors des exercices, on vient utiliser de la simulation. Donc dans les avions modernes de 4e, 4,5e génération, nous avons la possibilité de simuler de la mise en œuvre d'armement. Donc au niveau de notre interface dans le cockpit, tout interagit comme si nous tirions pour de vrai. Par contre, pour rendre les exercices vivants, pour complexifier également les scénarios, souvent dans les grands exercices, vous avez une personne en charge de l'entraînement qui va décider si le tir que vous avez annoncé est valide ou n'est pas valide. Souvent des instructeurs avec une multitude de critères, et je crois d'ailleurs que dans ta question tu soumettais un petit peu la problématique du secret vis-à-vis des portées de l'armement. Oui, on vient donc décider de certaines portées pour nos armements dans de ces exercices, portées qui sont inscrites dans les règles d'engagement et dans les règles du jeu de l'exercice et qui sont utilisées par tous. Donc entre la mission d'entraînement et la réalité, il y a effectivement des petites différences, mais bon, c'est le principe de l'entraînement. Donc on fait avec, mais il faut le garder en tête que le jour de la vraie vie, ça peut être légèrement différent. Donc très bonne question, et donc la réalité est plus complexe qu'elle en a l'air, et c'est des instructeurs en temps réel généralement qui viennent décider de la validité ou non des tirs annoncés en fonction de plein de paramètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question ? Alors Olivier aimerait savoir quelle a été ta plus grande frayeur aux commandes de chasseur. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal à deux niveaux. Donc il y a un niveau quand vous êtes élève en formation, et même jeune pilote de super-étendard, j'étais noté, on est beaucoup noté. Et vous avez la frayeur d'avoir mal réussi une mission ou de ne pas avoir été bon. Et là vous avez la frayeur que c'est peut-être votre dernier vol, que peut-être vous allez être arrêté de progression parce qu'on estime que vous avez été trop mauvais sur ce vol-là. Donc ça c'est arrivé. Donc c'est un type de frayeur. Sinon il y a peur pour sa vie au sens propre. L'appontage de nuit en super-étendard, des fois c'est pas très marrant. Donc j'ai eu quelques frayeurs là-dessus et j'en ai pas beaucoup. J'étais très expérimenté dessus. Je n'ai pas fait beaucoup d'appontage de nuit en SEM. Et après la dernière version, c'est la frayeur de... Enfin, je ne sais pas vraiment si on peut parler de frayeur, mais c'est la peur de ne pas réussir au combat, la mission pour laquelle les troupes au sol vous demandent d'intervenir.
dans les temps impartis. Donc c'est notamment dans des cas de trooping contact, quand vous avez des forces au sol qui sont attaquées. Là, il faut vraiment réussir à les aider de suite. Et donc vous avez un petit peu peur au fond de vous de ne pas réussir à être le professionnel qu'ils attendent. Mais bon, après, avec l'entraînement et la motivation et la préparation, ça se passe bien. Mais je dirais qu'il n'y a pas qu'une seule type de frayeur. Il y a ces trois-là et j'aurais du mal à mettre une hiérarchie parmi les trois. J'espère que ça répond à ta question. Autre question d'Olivier, il aimerait savoir si tu as été contraint en mission d'ouvrir le feu pour sauver des troupes au sol. Oui, justement, des cas de trooping contact. Le gros du mandat français au Levant, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est quand même de l'appui feu, de l'appui de forces spéciales ou de forces conventionnelles plutôt spéciales au sol. Et donc, généralement, lorsque nous sommes appelés, c'est pour aider lors des situations de tir. Donc, comme je vous disais, de TIC, Trooping Contact. Donc, ça m'est effectivement arrivé. J'en parle d'ailleurs dans la conférence TEDx avec des Marines Recon américains qui sont pris à partie par des snipers. Mais il y a eu d'autres cas avec du heavy machine gun, avec du mortier. Donc oui. Et là, vraiment, encore une fois, on a ce stress de réussir à vraiment être le professionnel qu'on est censé être. On n'est pas Pierre-Henri, Pierre, Paul, Jacques, on est vraiment un pilote de chasse. C'est des gens, ils ont besoin d'un service et il faut vraiment qu'on rende ce service de la manière la plus efficace possible. Sinon, on ne sait pas quand des troupes au sol peuvent mourir. Donc chaque seconde a son importance et c'est une vraie pression temporelle, mais on fait avec. D'autres questions ? Olivier, il aimerait faire un vol stratosphérique en MiG-29, mais en fait c'est trop cher. Et alors, qu'est-ce que tu lui conseilles de choisir entre le L39 et le Mirage 3C ? Alors, déjà oui, c'est une très bonne chose. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui me contactent pour savoir comment réussir à faire des vols en chasseur. Je pense qu'au beau jour, on vous communiquera un petit peu là-dessus et on vous en parlera plus en détail. Vol stratosphérique, c'est monter dans la stratosphère. Donc pour faire simple, c'est monter au-dessus des nuages, c'est aller dans les 12, 13, 15 km d'altitude. Donc c'est possible dans les pays de l'Est, moyennant finance avec des avions de chasse, MiG-31, MiG-29. Pour ce qui est plus en Europe, vous avez la Suisse, vous avez la France. C'est là où il y a des L39, des L29 et également des Mirage 3, je crois, en Suisse. Mirage 3, c'est vraiment mythique. Peut-être Mirage 3B, je crois, en Suisse. C'est du gros chasseur. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller progressivement. Donc, commencer peut-être par un vol en avion léger. Après, faire de la voltige, avec par exemple la Cap 10. Ensuite, derrière, une fois que vous trouvez ça sympa, vous allez faire de l'extra, extra 200, extra 300. Qui sont des avions de voltige qui bougent très très bien. Une fois que vous êtes à l'aise, et bien là vous montez en gamme et vous pouvez faire du Fuga ou du L29 ou L39. Et une fois que vous êtes bien à l'aise avec ça, vous pouvez monter au-dessus. Alors vous allez me dire, faut gagner au loto. Pas forcément parce que les premiers vols sont pas si chers que ça comparé au reste. Mais l'objectif, c'est de pouvoir vraiment profiter au maximum de votre vol en chasseur. Et si vous n'avez pas une grosse expérience aéronautique et que du jour au lendemain vous montez dans un chasseur, vous n'allez pas vraiment pouvoir en profiter autant que si vous aviez suivi un peu cette montée en puissance qui vous permet d'avoir plus de recul, de plus profiter, de meilleures connaissances aéronautiques aussi et du coup, in fine, de vous voir attribuer les commandes pour piloter parce que le pilote qui vous amène a conscience que vous maîtrisez un petit peu votre sujet et donc je pense que vous avez un meilleur retour sur investissement si vous faites cette gradation. Donc moi, ce que je conseille, Cap 10, extra, et après L39, L29 et derrière après du Mirage ou la gamme supérieure et bizarrement, c'est exactement le cursus d'un pilote de chasse. On commence sur des petits avions monomoteurs, on augmente la taille et on ne commence pas directement sur Rafale. C'est comme tout dans la vie, si vous voulez surfer derrière, vous commencez avec des grosses planches, pas très efficaces, puis après plus ça va, plus vous êtes bon, plus vous descendez. J'espère que ça répond à ta question et dans tous les cas, bon vol, n'hésite pas à nous dire comment c'était et à filmer. On a d'autres questions aujourd'hui ou on a terminé ? Oui, nous passons à Alan qui souhaiterait connaître quelle est la meilleure approche pour aborder les entretiens de sélection EOPAN. Ah, ça c'est une très bonne question Alan. EOPAN, élève officier pilote de l'aéronautique navale, donc pour être officier sous contrat marine, il existe EOPN, élève officier du personnel navigant, ça c'est armée de l'air et de l'espace. La meilleure approche, c'est d'avoir un fil rouge, d'avoir un projet professionnel cohérent, de savoir l'expliquer et du coup d'avoir tout mis en œuvre pour l'accomplissement de ce projet professionnel depuis déjà quelques temps. Donc c'est culture aéronautique, c'est s'être renseigné sur l'aviation, essayer de voler un petit peu si possible, l'anglais, la maturité, le sport, ça aide également. Et arriver avec ce package
complet où vous avez une bonne compréhension de l'environnement dans lequel vous voulez aller, donc bonne compréhension de l'institution militaire, bonne compréhension de ce qu'est la marine, bonne compréhension de ce qu'est le métier d'officier, bonne compréhension de ce qu'est un pilote dans la marine. Donc je pense qu'avec tout ça, vous arrivez, ça fait preuve de maturité. Vous montrez votre motivation parce que vous avez travaillé dur pour acquérir tout ça et vous maîtrisez bien votre sujet et ça vous permet d'avoir un impact. On cherche du personnel qui est très mûr, notamment dans l'aéronaval. On a tendance à recruter les élèves officiers un peu plus vieux. La maturité est très très importante et plus que jamais, c'est une bonne période pour postuler. Les besoins sont croissants dans l'institution. Je crois que c'est une trentaine d'EOPAN par année là, qui vont être recrutés. Donc j'espère qu'avec ce conseil, ça pourra t'aider. Autre question d'Alan, si tu n'avais pas pu aller en chasse, quelle spécialité aurais-tu choisi et pourquoi? Je me doute un peu de la réponse. Ouais, à ton avis, Alan, si j'avais pas pu faire chasse, j'aurais fait chasse. Donc c'est ça, c'est la réponse du chasseur. Ça te paraît bizarre, mais je vais te laisser réfléchir à ça. Et si tu n'as pas vu la vidéo sur l'état d'esprit du pilote de chasse, ça peut valoir le coup. C'est assez particulier comme état d'esprit. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est juste que c'est particulier. Et un des objectifs de la chaîne, c'est de vous démocratiser l'aviation, mais c'est également de vous montrer un peu ce qu'est la réalité. Donc oui, il y a un état d'esprit très combatif, très élitiste quand même, très axé sur la performance. Et si c'est quelque chose qui te plaît, la chasse t'est grande ouverte. Si c'est quelque chose qui te fait douter ou pas, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la chasse qui t'attend ou pour laquelle tu es faite. Est-ce que nous avons une dernière question du coup pour finir ce question-réponse? Oui, nous avons une question de Théodric qui aimerait savoir si tu es en dogfight 1v1 et que tu n'as plus de munitions, que ferais-tu? Alors c'est pas une situation d'avenir. Le dogfight 1v1 sans munitions ou Winchester, qui veut dire qu'on n'a plus de missiles, c'est pas top. En fait, le problème, c'est en amont. Tu as fait une erreur dans ta gestion d'armement préalable à ce moment-là. Pour juste te donner un petit conseil, on revient toujours à la base avec normalement au moins un missile d'autodéfense, donc un missile Fox 2. Je te renvoie vers la série sur les missiles RR si besoin, mais on revient toujours avec de quoi se défendre parce qu'on ne sait jamais si on ne peut pas se faire attaquer au break. Je vous rappelle que le break, c'est fait pour gagner un maximum d'énergie cinétique jusqu'au dernier moment au cas où on se fasse attaquer, comme les Messerschmitt 262 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut toujours garder son armement et faire très attention à la gestion de son armement. Je vais te laisser réfléchir avec ça. Par exemple, si tu es tasqué, si on t'ordonne de garder un espace aérien pendant 1 heure avec un avion français classique, il va avoir 6 missiles. Donc si on te demande pendant 1 heure de protéger cet espace aérien et que tu es harassé, comme on dit, que tu es attaqué de manière régulière, avec 6 missiles, tu en gardes un pour ton autodéfense, tu n'as que 5 missiles à tirer en 1 heure. Donc ça te fait un missile toutes les 12 minutes. Donc à partir de là, tu vas te rendre compte que dans les jeux vidéo, et ça vient des jeux d'arcade, on a tendance à être, comme on dit, trigger happy, roi de la gâchette, on a trop tiré. Dans la vraie vie, on va vraiment avoir une grosse politique de gestion de nos emports et on va tirer le moins possible, ou on tirera que quand on a ce qu'on appelle un PK, un probability of kill, une chance de détruire l'adversaire qui est très élevée. Donc de manière générale, ce que je veux te dire, c'est que c'est en amont et quand tu vas au combat, tu as réfléchi à ta doctrine, à ta tactique de mise en œuvre de l'armement, avec donc un missile toujours dans la poche en sauvegarde, et le reste, eh bien, tu sais que tu ne tireras que quand tu es vraiment sûr de pouvoir avoir un effet, parce que les avions français, c'est petit, pas beaucoup de points d'emport, et contrairement aux avions russes qui ont quasiment le double du missile, il faut faire très attention. Alors c'est pas si simple que ça, parce que les Russes ont tendance à les tirer 2 par 2, mais ça sera dans une prochaine vidéo. J'espère que cette question-réponse vous a plu. Merci à notre voix off. Je vous donne rendez-vous vendredi pour peut-être une petite vidéo de teasing, et sinon le samedi 10h je vais vous sortir un nouveau débrief. Et comme j'en ai pas mal parlé depuis un mois, on a une nouvelle chaîne, un nouveau support qui va venir avec des versions longues. Cette semaine ça va être assez riche en création de contenu. Je devrais faire 2 journées de vol, de l'avion électrique, du vol en patrouille, mais vous verrez ça bien assez tôt. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout fly safe.